Alors bonjour à tous, c'est ma première vidéo, donc pour attaquer un petit troll. Donc j'ai appelé cette vidéo Dissidence d'État, hyper complotisme. Alors en fait, dissidence d'État, je vais pas parler de la dissidence d'État, non, non, c'est le nom d'un mec qui sévit sur YouTube, c'est un troll. C'est un vrai bon gros troll. Alors je déteste ce mec, alors je vais commencer par lui, justement, parce que tant que la chaîne n'est pas encore connue, je me dis ça lui fera moins de pub. Il s'appelle donc Dissidence d'État. Euh, alors il est très prolifique, hein, le mec, parce qu'il en est à 120 vidéos à peu près, alors qu'il a à peu près un an d'existence, le mec. Donc que dire de lui? Ben déjà, son nom est assez curieux. L'État ne fait pas dans la dissidence. L'État, c'est l'autorité suprême, à part Dieu pour les croyants, hein, mais sinon c'est l'autorité suprême. Et le dissident, c'est celui qui conteste une autorité. Donc dissidence d'État, c'est sans logique, hein. Sans logique du tout, ça veut rien dire. Ça correspond bien à ce type en fait, mais on va y venir, on va y venir. Donc ce type déteste la fameuse dissidence dont Soral et Dieudonné sont les locomotives. C'est donc un dissident, mais anti-dissident en fait. C'est un concept intéressant, on peut carrément appeler ça un collabo en fait. Il pense que l'État et cette dissidence en question, celle de Soral et de Dieudonné, hein, seraient complices, travailleraient main dans la main pour faire monter les tensions entre les communautés. Je vais expliquer en gros que c'est faux, hein. Parce qu'il faut savoir que l'État accuse la dissidence de faire monter l'antisémitisme. Voilà, c'est tout, hein. Si vous demandez à Valls, il répondra en un mot, hein. C'est quoi la dissidence? Antisémitisme. Voilà. Et lui, c'est le ministre, hein, donc voilà, il est mieux renseigné que moi, bien sûr. Et la dissidence, quant à elle, elle accuse l'État d'organiser, cette fois vraiment, elle organise les tensions entre la vague maghrébine musulmane d'immigration et le reste de la population, afin de dévier les colères vers le mauvais ennemi et du même coup servir des intérêts géopolitiques au Moyen-Orient. En gros, ça permet à la tête de l'État en fait de pouvoir continuer ses saloperies pendant que à la base, horizontalement, on s'affronte en fait. C'est-à-dire, on est tellement occupé à se taper entre nous que finalement, notre colère ne va plus vers les vrais responsables de notre misère. C'est très classique en fait, hein, comme façon de faire, c'est vraiment super classique. Donc nous allons ici parler d'une vidéo en particulier de dissidence d'État, donc c'est celle dont le titre est Drôle de coïncidence, Affaire Mera, Alain Soral et Dieudonné. C'est l'une de ses premières vidéos, hein. Je mettrai le lien. Afin de toujours bien situer le personnage, il faut savoir qu'il a boosté sa chaîne en commençant fin 2013, début 2014, vous vous souvenez, lors de la Quenelle War de Valls, pour criminaliser la quenelle et interdire les spectacles de Dieudonné. Donc à ce moment-là, ça buzzait grave, donc il avait pris l'habitude systématiquement d'inclure Soral, Dieudonné, quenelle dans les titres de ses vidéos, hein. Ça a très bien marché, faut lui accorder ça. Donc, dans la vidéo dont il est question, il a en effet relevé quelques coïncidences que je vais essayer de vous présenter. Alors, premièrement, il se réfère à une petite vidéo d'une conférence d'Alain Soral à Toulon, qui a eu lieu en janvier 2012, je crois. Et en fait, quand Soral se retrouve à Toulon, c'est plutôt pour parler à la forte communauté musulmane, hein. Il veut lutter contre cette malhonnêteté des médias qui présentent systématiquement des modèles négatifs de musulmans afin de les faire passer aux yeux du reste de la population pour un barbare, un égorgeur, un tueur de juifs en gros. Il appelle de ses vœux, Soral, à une réconciliation nationale afin d'éviter d'arriver à une situation de guerre civile en France. Dans ses explications, il avait prophétisé une situation de manipulation que je vous laisse apprécier dans ce court extrait.
On peut imaginer aussi qu'il y ait les idiots utiles qu'il faut, les agents de manipulation. Il suffit de mettre sur YouTube 2 vidéos comme on a bien vu en Tchétchénie, sur le Kosovo, etc., où on voit un jeune resalafisé de banlieue avec un couteau de cuisine égorger un Gaulois de base sur YouTube. Et moi, j'ai plus qu'à aller me cacher. Je veux dire, la réconciliation nationale, plus personne en veut. Enfin, je veux dire, malheureusement, c'est comme ça qu'on fait. Faut pas oublier. On tue 3 gosses, on fait un truc où les gens d'un seul coup, les explosions émotionnelles de haine. Et là, il n'y a plus de réflexion, de raison, etc. Et malheureusement, la France est un pays très très fragile à ce niveau-là. Il faut bien le savoir. Alors voilà, donc à partir de là, Dissidence d'État se dit 3 enfants. Trop fort, trop fort. Il y a un lien, forcément, il y a un lien. Attends, Soral, il parle on tue 3 gosses, et justement, à Toulouse, Mera a tué 3 enfants. Bon, et un adulte, mais 3 enfants, quoi. Et donc, sa conclusion, c'est... Il sait pas. Il sait pas. Il l'expliquera jamais, mais c'est pas grave. Passons à la deuxième coïncidence qu'il a relevée dans sa vidéo. Alors, il note également que la sortie officielle du film de Dieudonné, qui s'appelle L'Antisémite, était fixée au 21 mars 2012, et que l'assaut contre Mera, qui aboutira à sa mort, a eu lieu le lendemain. Alors là, il finit complètement excité par cette découverte. Il faut l'écouter. Moi, je vous encourage vraiment à aller l'écouter. Il est d'ailleurs assez amusant de le voir incruster des images de Colombo à chaque fois qu'il est content de lui. Il est content. Et sa conclusion concernant cette coïncidence, eh ben il sait pas. Il sait pas non plus. Donc en fait, il conclut sa vidéo par c'est amusant, C'est amusant toutes ces coïncidences. C'est amusant et ça fait peur. Bon, allez, je vous laisse. Voilà, c'est ça à la fin de sa vidéo. Non mais allez voir, c'est balèze, c'est balèze. Vous avez senti la puissance de déduction du gars? Vous avez senti ça? J'ai d'ailleurs moi-même fait une recherche, du coup. J'ai été complètement emporté par le même élan. J'ai regardé le calendrier, j'ai essayé de me souvenir, et il se trouve que le 23 mars, après la mort de Mera, si je me souviens bien, j'étais invité chez des amis et j'ai mangé du couscous. Alors là, je trouve que ça fait trop de coïncidences pour que ça soit juste une coïncidence, en fait. Et ma conclusion à moi personnelle, c'est que... non, j'en ai pas non plus. J'en ai pas non plus. Je vous laisse, j'ai rendez-vous dans un bar, j'attends vos commentaires. Non, je plaisante, mais franchement, là, c'est nul. Nul, nul, nul. Et il nous endort, Dissidence d'État, il nous endort dans une vidéo de 15 minutes avec ses coïncidences, et à la fin, il en déduit rien. Donc, je sais pas, c'est peut-être une méthode. Est-ce qu'il faut lire entre les lignes dans ce cas? On va essayer, on va s'amuser. J'ai essayé de prendre les éléments qu'il avait donnés et essayer de construire un raisonnement. Donc, concernant Mera et Soral, les fameux 3 gosses, alors j'ai ma petite théorie. Donc, en petit 1, donc je dirais que Soral et ceux qui ont manipulé Mera sont complices. Ils ont bien fait gaffe qu'il y ait exactement 3 gosses juifs qui soient morts pour crédibiliser le discours de Soral. Ça valide complètement sa théorie d'organisation du conflit de civilisation en France. Et alors comme ça, le Soral, il peut vendre des bouquins. Et ouais, c'est en fait c'est la vente de bouquins par meurtre. Ça peut marcher. Ça peut marcher, ça peut marcher, ça peut marcher. C'est très très machiavélique, faut vraiment être tordu, mais je parie que ça peut marcher. Bon, après, il peut y avoir des soucis avec la justice dans ce cas-là, mais c'est une théorie. Ce n'est qu'une théorie. Maintenant, concernant Diodo et la sortie de son film qui a eu lieu mystérieusement la veille de la mort de Mera, donc j'ai essayé de faire une petite théorie. On va dire que déjà, Dissidence, il précise bien dans sa vidéo un truc. C'est que la sortie du film était programmée à l'avance. Il a découvert ça, en fait. Ouais, c'est assez étonnant, mais la sortie du film, il y avait une date fixée, quoi. Ce qu'on ne voit jamais, d'habitude.
sauf dans ce genre d'histoire sordide. Donc la sortie du film était programmée à l'avance, et grâce au contact que Dieudo a avec la DCRI, parce qu'ils sont très liés, hein, il s'est arrangé pour qu'on interpelle Mera le lendemain de la sortie de son film L'Antisémite. Comme ça, avec les médias complices, parce que les médias c'est les copains de Dieudo, ils pourront dire, vous savez, de manière un peu perverse, que c'est à cause de son film à Dieudo que 3 gosses sont morts. Et ça, mesdames et messieurs, ça fait un max de thunes. Ça fait un max de pub et un max de thunes. C'est une stratégie également très commerciale de la part de Dieudo. On ne le savait pas comme ça, mais voilà, il est capable d'aller jusque-là. Tuer 3 enfants juifs, Dieudo, pour vendre un DVD. C'est dur, la vie, mais c'est... On vit dans un monde, mes amis, c'est terrible. Enfin bref, revenons à Dissidence d'État. Donc je pense que vous commencez à voir pourquoi il n'a pas pu conclure sa vidéo. Voilà, il n'a pas pu donner ses hypothèses en fait, hein, parce que ce mec-là, il a de l'eau dans la tête. Il a de l'eau dans la tête. C'est un bocal en fait, dans lequel il y a un petit poisson rouge qui tourne en rond. Et comment peut-on s'abonner à la chaîne d'un type comme ça, les gens Enfin, moi j'aimerais vraiment parler à ses abonnés parfois. Hein. C'est-à-dire, il n'est même pas drôle en fait. Il est soporifique quand il parle. Il est vraiment soporifique quand il parle et il fait plus pitié qu'il n'amuse. Et donc, si j'ai donné ce titre à cette vidéo qui parle de lui, c'est parce qu'il fait de l'hyper-complotisme en fait. C'est-à-dire, il fait le rapprochement entre des personnes à cause de coïncidences de date, ou parce qu'ils portent le même polo, ou parce qu'ils ont donné le même prénom à leur premier enfant. Y a quelque part, ça l'intrigue, le mec. Ça l'intrigue. Et non, mais c'est pas comme ça que ça marche, Dissidence d'État. Encore faut-il trouver un mobile crédible, là, parce que sinon, ce que tu fais, c'est du Jean-Marc Morandini. Hein. Ah, je sais, c'est méchant, mais si, c'est du Jean-Marc Morandini, quoi. Enfin, faut pas écouter quelqu'un comme ça. Faut pas écouter quelqu'un comme ça fait mal à la tête. Ça fait vraiment, ça tue des neurones, je pense. Donc bon, revenons à des choses un peu plus sérieuses, parce que j'estime que mon devoir ici, et c'est aussi la raison pour laquelle je crée une chaîne au lieu d'écrire un commentaire que personne lira de toute façon, c'est de vous présenter un point de vue, et ce n'est que mon point de vue, hein, qui ne correspond pas à la version officielle de Mera, ça déjà je l'annonce, mais voilà, c'est quelque chose qui me semble plausible. Alors, on va commencer par... connaissez-vous le false flag? C'est un terme anglo-saxon, ça signifie l'opération sous fausse bannière, c'est comme ça qu'on le traduit en français. L'opération sous fausse bannière, c'est un procédé connu en géostratégie, hein. C'est un truc de service secret en fait. C'est-à-dire il s'agit d'utiliser les marques de reconnaissance de son ennemi dans le cadre d'opérations clandestines. C'est-à-dire, je porte l'uniforme des soldats russes, je tue 3 personnes, je m'arrange pour que ce soit médiatisé, filmé, et après, c'est les Russes qui ont des problèmes, à ma place. Voilà. Ça peut en fait... en démocratie, c'est utile, parce que ça permet de justifier des opérations militaires ou des coups de force politiques. Parce qu'en démocratie, on ne peut pas faire de nos saloperies sans l'aval du peuple, en fait. Voilà. Les despotes, ils peuvent, mais en démocratie, on ne peut pas. Donc vous allez dire, bien sûr, complotiste pour certains d'entre vous. C'est pas du tout complotiste. Vous en connaissez des opérations sous fausse bannière. Tous, vous la connaissez, celle-là. C'est l'attentat du 11 septembre. Alors, ça gueule déjà, je le sens. Mais quelqu'un peut-il m'expliquer comment Ben Laden a fait pour faire tomber 3 buildings avec 2 avions? Vous allez me dire 3? Oui, 3. Enfin, j'espère que vous êtes au courant. Alors que vous avez Internet et tout, et que ça s'est passé quand même il y a plus de 10 ans, vous avez eu le temps de vous renseigner, il y a bien eu 3 bâtiments qui sont tombés. Hein, il y a les 2 tours jumelles, on a bien vu, chacune a eu son avion, pouf, c'est tombé. Je vais même pas discuter des problèmes techniques que ça pose, mais bon. Non, il y a quelque chose de plus évident, c'est comment on fait pour expliquer la chute de la tour numéro 7.
Vous tapez vous tapez sur YouTube, ça a été filmé, hein, c'est WC7. Voilà. C'est comme ça en abrégé qu'on appelle cette tour. Elle s'est effondrée. Moi, je veux bien qu'on m'explique pourquoi. Et si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi, ben, j'accepte de me faire traiter de complotiste. Voilà, je suis un couillon si j'ai pas compris et que vous avez compris pourquoi la tour s'est effondrée. Bref. J'attends toujours une explication. Et c'est vrai que je ne me suis plus intéressé depuis longtemps à cette affaire, mais à ma connaissance, on ne sait toujours pas comment c'est arrivé. Cette tour qui s'effondre donc très proprement, hein. Elle s'effondre sur elle-même, pas de côté, pas en avant, pas en arrière, sur elle-même, dans ses fondations, elle s'effondre, et sans avion du tout dans sa façade. Voilà. Cette chaîne, je reprécise, s'appelle Chasseurs de trolls. Alors, messieurs les trolls, avant de me chercher des noises, vous devez répondre à cette interrogation que je viens de poser, c'est tout. Après, je vous répondrai sur le reste. Si vous passez pas l'épreuve de la tour numéro 7, je ne vous parle même pas, vous n'existez pas pour moi. Donc pour moi, c'était bien de la démolition contrôlée, maquillée en faux attentat, qui a permis aux États-Unis de justifier d'une part sa petite guerre en Afghanistan et d'autre part, accompagné évidemment du prétexte de la fausse présence d'armes de destruction massive, ça lui a permis aussi d'attaquer l'Irak. On sait très bien, c'est un secret pour personne, il n'y avait absolument pas d'armes de destruction massive en Irak. Ils ne les ont jamais trouvées et pourtant ils occupent le pays. Enfin bref, on a compris. Bref, l'exemple, c'était juste pour l'exemple. C'est pas le sujet. Mais ce que j'aime bien avec 9/11, comme disaient les Américains, c'est que ça montre combien de personnes de son propre camp on peut sacrifier pour ensuite justifier sa domination dans le monde quand on est un État de l'Occident. Parce que je trouve que c'est quand même une spécialité de l'Occident. Ce genre d'opération pour forcer une guerre est indispensable en démocratie, parce qu'il est impossible de lancer une guerre sans le consentement de la population. Il faut créer un ennemi, où il faut diaboliser celui qui est un peu trop pacifique avant d'aller lui casser la gueule. Et après, tout se passe bien. On peut bombarder pour la liberté, pour la démocratie, voilà, on rase tout. Il n'y a aucun problème. Et donc c'est ce genre de choses dont Soral parle à Toulon, hein. Ni plus ni moins, dissidence d'État. C'est pas genre une drôle de coïncidence. Non, c'est juste une coïncidence. Si on veut être juste avec Soral, c'est une analyse qui s'est révélée plus que pertinente. L'affaire Mera ressemble à une opération sous fausse bannière pour plusieurs raisons que je vais exposer brièvement. Alors déjà, le gamin Mera, il était quand même ultra pauvre. Et il a pourtant fait un voyage de rêve dans plein de pays du Moyen-Orient. Enfin, la liste est énorme. C'est un voyage dont nous ne pouvons que rêver. Il faudrait plusieurs années d'économie ou plusieurs vacances. Petit bout par petit bout, on aurait pu faire le même voyage que lui, mais tout en une année, faut vraiment... déjà, faut pas être Mera, quoi. Faut avoir un peu de pognon. Donc pour moi, forcément, quelqu'un lui a payé le voyage. Alors je sais qu'il y a l'histoire il a payé le premier billet d'avion grâce à la carte bleue de sa sœur parce qu'il avait besoin de le faire sur Internet et que lui, il n'avait pas de carte bleue. Mais a priori, il l'a remboursé en cash et pour le reste, il s'est débrouillé tout seul. Il a vraiment bourlingué, le gars. Bon, vous verrez ça par vous-même. Si vous n'êtes pas trop feignant, vous pouvez aller voir. Le jour où il a tué 2 militaires par derrière maintenant, en partant, il aurait bousculé une femme. Il avait la visière relevée et elle aurait décrit l'homme comme étant de forte corpulence et ayant un tatouage sous l'œil. Et il aurait agi sans hésitation, très professionnellement, mais comme un vrai tueur. Alors, faut expliquer un truc, c'est quand même Mera, quand on le regarde, on voit bien qu'en boxe, il aurait été un poussin. C'est pas quelqu'un de forte corpulence et il avait certainement pas de tatouage sous l'œil. On a 50 photos de lui. Il s'est jamais fait de tatouage sous l'œil, Mera. Jamais. Et le seul entraînement de tueur qu'il aurait reçu se résumerait en un temps très court, au Pakistan. Il a effectivement atterri dans un camp d'entraînement, mais ce genre de truc, ça dure 3 jours. Ça sert juste à exalter la passion des gens qui sont là-bas, mais c'est pas une formation. Ils savent rien faire, quoi. Ils savent enlever la sécurité des armes, point barre. Ça ne deviennent pas des tueurs à gages. Enfin bref.
Et donc l'enquête sur l'enquête, puisque l'enquête a été un petit peu bizarre sur Mera, donc les journalistes ont fait le boulot derrière, certains ont fait le boulot. Et il a été révélé que quand même la DCRI aura très sous-estimé Mohamed Merah, hein. C'est-à-dire, il y a même de bonnes raisons de penser qu'il aurait été un indique de la DCRI. Voilà, il y aurait bien d'autres choses à dire hein, sur l'affaire Merah, c'est louche de A à Z, mais bon, on va passer tout de suite à ce qui selon moi est le plus intéressant, c'est l'apparition de Benyamin Netanyahou en France le 1er novembre 2012. Et il a fait un coup de force diplomatique en fait, c'est-à-dire il faut savoir qu'en tant que dirigeant sioniste d'Israël, pour commencer, hein, le travail de Netanyahou, c'est en grande partie de pousser les populations juives du monde entier à faire leur aliyah. Leur aliyah, c'est-à-dire le retour en Israël, quoi, en gros. Et bon, que ce soit les dirigeants israéliens ou même les médias israéliens, y a des moyens de vérifier. Hein. Ils expliquent à tout le monde que le monde entier est antisémite et que le seul endroit sûr pour les juifs, c'est Israël. Voilà. Donc forcément, rien de tel qu'un bon Merah tuant 3 enfants juifs pour faire réfléchir à la question. Et bon, bref, il y a eu ce moment à la fin où il ose chanter son hymne national alors qu'il est en voyage diplomatique à l'étranger. Hein. Ça ne se fait pas. Cela aurait dû être un grave incident diplomatique. Mais le Hollande, en restant impassible, en fait, s'est laissé humilier. Il a laissé la France être humiliée sans rien faire, quoi. C'est vraiment un vrai petit écolier qui se laisse faire les poches, en fait. C'est l'impression que ça m'a donné. Hein. Donc normalement, on ne peut pas faire ça. Hein. Hollande aurait pu, par politesse, éventuellement, ou par besoin de rapprochement diplomatique, faire jouer cet hymne. Voilà. Lui, il aurait pu faire jouer cet hymne. Mais Netanyahou, qui fait cette espèce de braquage à la fin, là, on sent que ça a un côté guerrier, en plus, dans le fond. Hein. Il envoie le message à l'international que maintenant, la France est sa putain, quoi. Enfin, ça... Bon, si vous n'êtes pas choqué, je sais pas ce qu'il vous faut. Bref, en conclusion, je dirais que notre ami Dissidence d'État, voilà, il a merdé. Hein. Il y avait des tas de choses pertinentes ou intéressantes à dire sur cette affaire. Et il ne s'agit pas de dire la vérité. Personne ne la connaît, la vérité. Mais là où moi je suis supérieur à toi, Dissidence d'État, c'est que j'estime au moins soulever de vraies questions. Toi, t'en soulèves, t'es complètement bidon. Bon, il n'y a même pas de question en fait à la fin de ta vidéo, c'est terrible. Hein. Donc bref, il était évident que cette affaire avait objectivement beaucoup servi à Israël, ça on pouvait le dire, tu vois, par exemple, et ça n'a pas fait du tout avancer d'un iota la cause islamiste. Hein. Et si on ajoute à cela tous les éléments bizarres de cette affaire, on peut émettre légitimement la thèse de l'attentat sous fausse bannière. Bon voilà, je t'ai planté une petite flèche dans le derche, il t'en reste 2. À bientôt, Dissidence d'État, à bientôt les gens, salut.